Être un leader, c'est être capable de guider, d'influencer et d'inspirer. Être un leader, c'est savoir faire preuve d'innovation, de motivation, d'ambition. Être un leader, c'est avoir une vision, mais également une carrière. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre nouveau programme de leadership. Cette émission-là qui vous parle, qui vous présente ces hommes et femmes qui ont réussi à se faire une place de choix dans le monde de l'emploi à travers une carrière professionnelle impressionnante, mais surtout qui se veulent être des exemples, des modèles pour quiconque aspirerait à une carrière professionnelle exceptionnelle. Pour cette nouvelle édition, nous sommes au complexe Jet & Net. Il est situé à 300 mètres du carrefour Yassa, précisément derrière la station Pocom. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau un cadre supérieur pour qui l'informatique n'a plus aucun secret, qui a su s'imposer dans ce monde de l'emploi à travers des capacités et des aptitudes peu communes. Bonjour Oberlin Lonla. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, super, merci. Nous sommes heureux de vous recevoir sur le plateau de leadership. Le plaisir est partagé. Je suis heureux d'avoir reçu votre invitation. Et j'espère qu'on va passer un bon moment, de belles échanges. Alors, en quelques lignes, on abordera votre cursus. Après votre bac, vous obtenez une licence en mathématiques et informatique à la faculté des sciences de l'université de Ngaoundéré en 2008. Voilà. En 2011, vous êtes ingénieur grade master en génie informatique à l'Institut d'ingénierie de Limoges de France, 3e, délocalisé à l'Institut universitaire de la Côte. Après, vous faites de nombreuses certifications, parmi lesquelles Cisco CCNA, autrement dit Routing and Switching, COBIT 5, gouvernance et gestion de l'informatique d'entreprise, Prince 2, Foundation Certificate in Project Management, Prince 2, Practitioner Certificate in Project Management, ETL, Foundation V4 Certification en gestion des services informatiques. Voilà. Votre cursus déjà, il est assez chargé. Ensuite, vous entamez une carrière professionnelle dans de nombreuses succursales entre 2011 et 2013, pour lesquelles vous avez travaillé simultanément. Déjà en 2011, vous étiez stagiaire ingénieur informatique à ESNL. En 2012, vous êtes chef de projet informatique de groupe SOS. Entre 2011 et 2013, vous êtes consultant informatique à AJC Graphique. Entre 2011 et 2013 encore, vous êtes enseignant vacataire en informatique à l'Institut universitaire de la Côte. Entre 2011 et 2013, vous êtes consultant informatique chez Transafrique Logistique SA. En 2013, vous entrez comme chef service informatique à la centrale à gaz de crédit KPDC SA, où vous avez travaillé pendant 2 ans. Et depuis 2015, vous êtes directeur des systèmes d'information du groupe Globlec au Cameroun, KPDC SA, DPDC SA, GCMS SA. Waouh! Monsieur Lonla, votre cursus et votre parcours professionnel, il est assez impressionnant. Voilà, des gens voudraient savoir d'où vous êtes venu cette passion pour l'informatique. Alors, je crois que je suis tombé dedans un peu très jeune. Mon père nous a acheté un PC en 1996. C'était le tout premier PC à la maison. Et à l'époque, il y avait Windows 95 dessus. Et donc, on était, moi personnellement, j'étais très féru de jeux vidéo. Et comme j'avais pas de console de salon, comme mes autres voisins, ce qu'on faisait, c'est qu'on achetait des magazines où il y avait des démos, des versions de démonstration de ces jeux qui ne marchaient pas très bien. Et donc, après, en les installant, etc., souvent, il y avait des problèmes. Donc, après, le PC a arrêté de marcher, etc. Et généralement, il fallait arranger ce PC avant que le papa ne rentre. D'accord. Donc,
on a commencé comme ça à trouver voilà, comment on fait en fouillant, etc. Des petites astuces. Des petites astuces. Et en terminale, je me rappelle, premier terminal, ça y est, quelques années plus tard, il m'arrivait de faire des dépannages de façon rémunérée. Donc, je commençais déjà à gagner un peu d'argent en faisant du dépannage informatique sur des PC, tout ça. Donc, naturellement, la passion a continué. Et voilà, c'est le métier que j'ai choisi. Mais à la base, étant tout petit, parce que quand on a 5 ans, on peut rêver de devenir policier. À la base, est-ce que vous vous étiez un jour vu en informaticien chevronné? Non. Tout petit, je me voyais pilote. Comme tout enfant, d'ailleurs. Ouais, bien conduire un avion, enfin piloter un avion. Mais bon, après, c'est parti très vite. Hein. C'est parti très vite. Je pense que l'informatique a vraiment pris le dessus. Oui. D'accord. Et donc, à l'université, je savais exactement ce que je voulais faire. D'accord. J'ai pas tergiversé. Voilà, c'était clair. Et donc, vos parents, est-ce qu'ils ont adhéré à votre choix de carrière? Parce qu'après, il faut prendre en considération aussi. En réalité, non, au début. Enfin, surtout mon père. Après, ma mère, ça lui posait pas de problème plus que ça. Mon père, non. Au débui, vous savez, lui, il est ingénieur en génie civil. D'accord. Première promotion de Polytechnique Yaoundé. Et donc, lui, il est l'ingénieur comme on en faisait avant. Ça est l'ancienne. L'ancienne plein génération. De maths, plein de physique, etc. Plein de sens d'ingénieur. Et jusqu'à pas très longtemps, pour lui, un ingénieur ne pouvait être qu'un spécialiste dans le génie civil, le génie mécanique, le génie des procédés ou le génie électrique. Pour lui, l'informatique était plus un hobby qu'un vrai métier. D'accord. Je pense que c'est pas de sa faute, c'est quelque chose de générationnel. Oui. Parce que voilà, quand ils ont commencé à travailler, il n'y avait pas d'ordinateur ou presque pas. Il me raconte souvent une anecdote aujourd'hui sur son premier patron. Oui. Quand il a démarré le travail, son premier patron, qui était un Français, leur avait dit un jour, le jour où on va faire des plans sans table de dessin, ce jour-là, vous changez mon nom. Et moins de 10 ans après, il est parti se former sur... Aujourd'hui, personne ne fait plus des plans sur des tables de dessin. Donc ça fait partie de cette problématique générationnelle qui fait qu'au tout début, il ne comprenait pas. Donc j'ai dû un peu forcer. D'accord. Mais bon, après, il a fini par accepter. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne regrette pas. Ok. Mais à la longue, voilà, vous êtes informaticien, vous vous êtes formé étant tout jeune sur les appareils que papa ramenait à la maison. Mais à la longue, est-ce que vous avez eu au courant de votre cursus ou de votre carrière un modèle qui, voilà, vous a incité à continuer dans cette lancée-là? J'en ai eu plusieurs. Comme toujours, vous savez, on marche toujours avec une petite boussole. D'accord. À l'université, j'ai eu le professeur docteur ingénieur Colian. Oui. S'il voit l'émission, peut-être il va se reconnaître. Il fut où il est toujours, je ne sais plus trop, le directeur de Polytech Marois. Oui. Précédemment appelé Institut du Sahel. Il a été comme un mentor pour moi à l'université. Je pense que c'est lui qui m'a vraiment tenu, qui m'a ouvert, on va dire, un peu l'esprit sur plein de domaines dans l'informatique. Oui. Ensuite, durant mes années en école d'ingénierie 3IL, je penserai rapidement à Madame Afumbon, Brigitte, qui était extraordinaire. Je pense qu'elle nous a vraiment donné la passion pour le networking, pour le réseau. Je penserai très vite à M. Tawamba, qui... ses astuces dans le Java, qui est un langage de programmation, je pense, sont toujours extraordinaires et avec plein d'actualité. Ensuite, au niveau professionnel, quand j'ai démarré, mon premier, je pense mon plus grand des mentors d'ailleurs, il travaille aujourd'hui au Canada, s'appelle Félix Ngo. Il était mon maître de stage, 5e année. Et il m'a mis sur un sujet ou sur un travail qui était de loin au-dessus de ce qu'on attendait d'un ingénieur
qui est en train de sortir de l'école. Il m'a mis sur un travail que délivrent normalement des gens qui ont 4-5 ans de terrain déjà. D'accord. Voilà, par ces encouragements et avec beaucoup de travail, on a pu faire des choses. L'objectif à l'époque, c'était d'aider Eneo, enfin ASONEL à l'époque, ça s'appelait, à vendre sa fibre optique propriétaire à d'autres entreprises, exactement sur le même modèle que le fait aujourd'hui Camtel ou Orange, avec la liaison interrestre. Ça, c'était quelque chose sur lequel j'ai travaillé, puis je pense que j'en suis plutôt fier. On a fait pas mal de belles choses. Ensuite, dans d'autres secteurs, je veux dire de façon plus managériale, mon directeur général aujourd'hui est vraiment comme une boussole pour moi, c'est comme un grand frère. L'écart d'âge entre nous n'est pas très très grand, mais il est d'une intelligence qui est très foudroyante. Donc, je pense que déjà comme ça, voilà, il y a toujours des boussoles, des mentors qui vous amènent, qui vous tirent. C'est important. Bon. Maintenant, à vous entendre, on dirait que tout a été facile pour vous, ça a été tout rose. Vous allez quand même nous parler de quelques difficultés parce que vous nous dressez un tableau qui est assez spectaculaire dans la simplicité. Il n'y a pas eu de difficultés sur votre parcours? C'est sûr que si. Alors, vous savez, les difficultés, c'est toujours un peu relatif parce que c'est toujours par rapport à quelque chose ou par rapport à un vécu qui est personnel. Donc, ça fait que des choses que certains verraient comme des difficultés ou des problèmes, ou d'autres, ça n'en serait vraiment pas. Ah, oui. Mais on a quand même eu quelques difficultés. Déjà, j'ai repris ma licence, ça il faut le préciser. Ah bon? Oui, j'ai fait 2 années en licence. Vous savez, l'université, c'est un autre monde. C'est un autre monde, carrément. C'est un autre monde. Donc ça c'était un problème. Donc ça crée des tensions même avec les parents et tout. Vous savez, quand on reprend une classe, surtout que j'avais jamais repris de ma vie, voilà, c'est toujours un peu choquant, quoi. Mais après, voilà, je pense que les autres difficultés sont surtout liées aux questions, aux questionnements, aux peurs. Aux peurs liées à l'avenir qu'on ne pouvait ne pas avoir lorsque on s'approchait de la fin de ses études, ou qu'on faisait son stage, ou que de temps en temps on se retrouvait sans un sou. Et on se disait, Seigneur, est-ce que je vais pouvoir m'acheter une voiture aussi un jour? Est-ce que je vais pouvoir construire? Est-ce que voilà. Donc, des questions de grands rêveurs. Oui, voilà. Donc je pense que c'est ça. Après, c'est également ce qui est intéressant, c'est que ces questionnements, personnellement, je les ai utilisés comme des moteurs. Un leitmotiv. Comme des galvanisateurs. D'accord. Alors, je pense qu'à toute chose, malheur est bon, comme on dit souvent. Et voilà quoi, non. Bon, maintenant, en termes de comparaison entre le jeune homme qui se posait la question hier, à savoir est-ce qu'il pourra acheter une voiture, et ce jeune homme d'aujourd'hui, sur le plan vraiment personnel, qu'est-ce que vous pensez? Alors, c'est sûr, aujourd'hui, j'ai pu m'acheter une voiture. Carrément, elle est garée là. Donc, mais bon, après, vous savez, c'est des questions qui sont très relatives. Parce qu'elles renvoient à la perception à la perception qu'on a, au rapport qu'on a avec les choses. Je pense que quand on arrête de rêver, tout est plus ou moins perdu. Donc il faut toujours avoir des rêves, il faut toujours poursuivre des objectifs. Oui. Il faut toujours essayer d'arriver au ciel. Même si on arrive au dernier étage, ça serait pas mal. Donc je pense qu'il faut pas avoir honte d'avoir de l'ambition. Maintenant, il ne faut pas que ce soit une ambition béante qui ne repose sur aucune morale ou sur aucun sens du sacrifice et du travail. Donc derrière, il faut beaucoup de sacrifices. Quand je dis sacrifice, c'est en termes de temps, voilà quoi. Donc
Au lieu de s'acheter sa super belle paire de chaussures, machin, on peut décider de faire autre chose. Donc c'est ce type de sacrifice dont je parle. Hein. De beaucoup de travail aussi et d'abnégation, je pense. Que de belles réussites arrivent toujours ainsi. Ok. Aujourd'hui, vous êtes plein de compétences. On n'en compte plus quelques-unes. Vous êtes planificateur stratégique, COBIT, management des services IT et intégration ETL, gestion de projet Prince2 Framework, la planification, le design. En fait, j'ai au moins 20 points sur lesquels vous êtes performants. Les entreprises, je suppose, doivent se discuter pour vous avoir. Alors, pour la petite histoire, j'ai reçu... bon, j'ai souvent des offres, mais je suis quelqu'un qui est assez fidèle, que ce soit en amour, en amitié ou en travail. Je pense que l'argent n'est pas tout et l'argent ne résout pas tout. Il faut garder toujours, il ne faut pas perdre le côté humain. Voilà. Oui, de la chose. J'ai reçu des offres l'année dernière, je ne veux pas dire dans quelle entreprise, mais 2 grosses multinationales voilà, j'avais des augmentations sur mes revenus actuels, j'avais plein de trucs, mais je me voyais mal lâcher mon employeur actuel. Parce qu'on était en plein milieu, enfin on est toujours d'un très gros projet, qui était celui d'une très très grosse migration de notre logiciel intégré de gestion. Et donc il y avait plein d'autres choses qu'il fallait faire autour. Je me voyais mal lâcher mon patron fonctionnel, mon responsable fonctionnel qui est le directeur informatique du groupe à Londres, pour quelques centaines de mille de plus. Non, c'est pas dans ma philosophie. Après, on aura largement le temps plus tard de chercher l'argent. La vie est assez courte. Oh, mais pas si courte non plus. Hein. D'accord. Et puis, il faut être heureux, je pense. Il faut être heureux. Alors, on peut dire, vu votre sourire, que vous êtes un homme satisfait, peut-être accompli? Non, je pense pas. Je n'ai pas encore des immeubles. Donc aujourd'hui, vous êtes le jeune homme qui, après avoir eu la voiture, voudrait avoir les immeubles. Voilà, c'est ça. Wow. Non, mais c'est pour rigoler. D'accord. Non, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours, quelque chose d'autre qu'on peut faire, qu'on pourrait faire ou qu'on souhaite faire. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on arrête de rêver, si on arrête d'avoir l'ambition, c'est un peu le début de la fin, comme je dis souvent. D'accord. Donc il faut toujours avoir un projet en cours. Mon père me disait hier que c'est toujours bon d'avoir un chantier en cours. Alors, il parlait de chantier, c'est un ingénieur de génie civil. Il me dit c'est toujours bon d'avoir un chantier en cours. Ça te permet de rester éveillé, de savoir que, ah oui, je dois me serrer un peu la ceinture parce qu'il y a des sacs de ciment, etc. Donc je pense que c'est un peu ça. Il faut toujours se projeter, il faut toujours avancer, il faut toujours ne pas se dire, bon. Après, vous savez, de façon accomplie, c'est quelque chose de très relatif. D'accord. C'est exactement comme la question de la pauvreté, de la richesse, etc. À quel moment on se considère riche? On se considère riche. C'est très relatif. Okay. À quel moment on décide d'être pauvre? Enfin, à quel moment on se considère pauvre? C'est très relatif. Moi, j'étais au Nord en congé en décembre. Avec le père, on a fait quelques tours dans la zone. Et moi, j'étais toujours très frappé d'arriver dans un petit village, de voir des huttes. Vraiment, tu te dis, mais comment les gens arrivent à vivre ici? Mais de voir les gens heureux. Oui. Heureux, souriants, très empathiques, prompts à te donner le plus peu de ce qu'il reste. Avec le strict minimum de ce qu'ils ont. Extraordinaire. Donc, ça, c'est des choses comme ça qui doivent de temps en temps nous faire comprendre que, in fine, il faut être juste heureux et il faut poursuivre ses entreprises et ses ambitions. Que la recherche de l'argent pour l'argent ne soit pas la finalité, sinon... on peut en perdre son âme. Voilà, on n'arrivera jamais. D'accord, ok. Bon. Maintenant, si l'on revenait en arrière, ce gamin de 5 ans qui voulait devenir pilote et cet informaticien d'aujourd'hui, et on vous demandait de changer par exemple, est-ce que vous serez d'accord pour rentrer, redévelopper le rêve de pilote? De pilote, oui, je pense. Sincèrement, peut-être, certainement.
Vous savez, pour la petite histoire, je suis toujours fan d'avion. D'accord. Je pense que plus tard, hein, si Dieu me le permet et que j'en ai les moyens, je me ferai des petits cours de pilotage privé. Personnel, juste pour le plaisir. Si. Ça, je me le ferai. Ça, voilà, je suis certain. Après, aujourd'hui, avec un peu de recul, est-ce que j'aurais été foncièrement informaticien? Certainement dans les mêmes prédispositions. Vous savez, comme on dit, quand les étoiles s'alignent, Oui. hein, ce PC qu'on a apporté, etc. Certainement. Mais avec, on va dire, un autre recul par rapport au vécu, par rapport aux 10 ans de terrain, et par rapport au poids intrinsèque que d'autres métiers ont aux yeux de l'écosystème entreprise, peut-être que j'aurais fait un autre métier, peut-être que j'aurais été un financier, par exemple. Alors je ne dis pas que le métier d'informaticien n'est pas un métier noble. Il est vraiment très intéressant et il est même au cœur de tous les gros changements aujourd'hui. Aujourd'hui, Oui. Mais en fin de journée, c'est toujours le CFO qui est... Hein, le DAF, comme on dit. Oui. C'est toujours le DAF qui est bien vu, tiens. Et qui est généralement le directeur le mieux payé. Le mieux payé, carrément. Bon, ça, on ne va pas remettre ses compétences, sans doute. Moi, je considère toujours l'informaticien, c'est un peu comme le médecin. Vous savez, vous pouvez opérer 10 000 patients, sauver tout le monde. Le jour où vous avez un patient qui meurt sur votre table, tout le monde dit « Ah, peut-être le mec là, il est plus très net. » C'est malheureusement le cas de l'informatique. C'est-à-dire que quand tout marche, c'est normal. On est dans la normalité. En réalité, pour nous, nous mettons tout en place pour que ça marche. Ça fonctionne. Donc en fait, on fait du outstanding pour que la normalité arrive. Et le jour où quelque chose ne marche pas, you know, you are very bad. Tu deviens le type le plus bizarre. Voilà. Donc c'est souvent des moments frustrants. C'est pour ça qu'il faut que le reward, donc la récompense, que tu te la crées personnellement et que voilà. Et donc, pour en arriver là, il faut développer un minimum de passion pour son métier. D'accord. Ça veut dire dit financier, juste parce que hein, le DAF est occupé, mais je me serais certainement ennuyé dans ce métier de DAF. Me connaissant, certainement. Vous avez besoin de rebondissement, de challenge. Voilà, ce genre de choses. C'est vrai que c'est toujours très grisant hein, quand des serveurs arrêtent de marcher ou quand un système, et puis tu le vois, et puis il décolle, et puis tout va bien. Ça n'a pas de prix. Ok. Mais moi, j'ai une question qui me titille encore, c'est-à-dire quand on a un master 3IL, on est déjà compétent, voilà, au niveau professionnel, on est compétent en informatique. Mais vous y avez associé plusieurs autres certifications. Où était le besoin? Est-ce que satisfaction personnelle, c'était pas trop ça? Les certificats sont comme le nom l'indique, hein, c'est des objets qui attestent aux yeux, je ne veux pas dire du monde, mais d'une audience, votre certitude à maîtriser une technologie. C'est en fait à ça que c'est un certificat. D'accord. La différence entre un certificat et un diplôme d'ingénieur, parce qu'après l'ingénieur est amené à résoudre des problèmes. D'accord. Vous avez pour métier de résoudre des problèmes, d'adresser des problèmes, d'apporter des solutions. Vous pouvez apporter les solutions, mais lors de l'implémentation, vous êtes souvent obligé d'aller chercher le spécialiste pointu du domaine qui viendra faire l'implémentation. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire vous, ça vous prendra juste beaucoup plus de temps. Vous voyez? Donc le certificat est en fait cette formation, on va dire, complémentaire qu'on rajoute à notre bagage d'ingénieur pour pouvoir faire des implémentations pointues de façon rapide et de façon efficiente. C'est un peu ça le rôle. Et après, c'est toujours intéressant pour un chef d'entreprise ou un manager, c'est toujours plus rassurant pour lui de voir que vous avez un certificat dans tel domaine que celui qui n'en a pas. Donc, on va dire à valeur égale, on choisira de recruter, on choisira généralement celui qui a le certificat.
Donc, on va retenir que vous n'avez pas fini de faire des certifications. Ah non, du tout. Ah non. Combien encore sur la liste? Oh là là, il y en a plein. Ah. J'ai un grand frère je crois qu'il doit en avoir à peu près 25 aujourd'hui. Waouh. Il a plus de 50 ans et il continue à en faire. Waouh. 25 certifications. Mais il est extrêmement brillant et très qualifié sur des domaines très pointus dans l'informatique. On continue. Tout à l'heure, vous avez parlé de fidélité, voilà, notamment sur le plan personnel, sur le plan professionnel, tout en sachant que vous avez été polyvalent entre 2011 et 2013 dans de nombreuses structures. Qu'est-ce qui vous fait rester à Globeleq depuis 2015? 5 ans déjà. Oui, un peu plus. Un peu plus, voilà, sans bouger, sans vous dire, est-ce que vous ne voyez pas plus loin que Globeleq ou bien... Mais déjà, qu'est-ce qui vous fait rester à Globeleq depuis plus de 5 ans? Alors, je pense déjà qu'il y a le fait que le top manager ait décidé de me faire confiance. D'accord. J'étais très jeune il y a 5 ans. Très jeune, j'avais à peine... Je démarrais ma trentaine. D'accord. Donc, confier la direction d'un groupe qui produit, direction informatique, d'un groupe qui produit un peu moins de 30% de l'électricité du Cameroun. Okay. Un gamin, comme certains disaient, d'un peu plus de 30 ans. Je pense que c'était un risque qu'ils ont pris et c'est une confiance qu'ils ont mis en moi. Donc ça fait partie des éléments pour lesquels, tant que je n'ai pas senti que cette confiance a perdu de son éclat. Voilà, a perdu son éclat. Et que de façon, traitement salarial, etc., que ça se fasse de façon correcte par rapport au benchmark du marché. Voilà, je préfère rester. Donc continuer à rester à Globeleq. Je préfère rester. Et puis, vous savez, quand on change d'entreprise, c'est comme quand on fait une greffe d'organes. C'est pas souvent certain que ça prenne. Ok. Parce que chaque entreprise, vous arrivez à ce qu'on appelle son vécu, son patrimoine, sa culture, ce qu'on appelle la culture d'entreprise, qui peut ou pas être en adéquation avec vos valeurs personnelles ou vos réalités. Donc des greffes peuvent mal se passer. Oui. Voilà, donc c'est des réalités qu'il faut prendre en compte lorsqu'on décide de changer d'entreprise. Après, forcément, on n'est pas amené à stagner, même si on ne stagne pas vraiment, parce qu'on fait plein de projets depuis un peu moins de 2 ans. Je suis involved, c'est-à-dire je suis, comment dire en français, involved, intégré. Voilà. Intégré. C'est une entreprise anglo-saxonne, on parle tellement anglais tout le temps. Le Cameroun est bilingue. Je suis intégré dans des projets à couverture panafricaine, par exemple. Donc, je me suis rendu en Côte d'Ivoire 2 ou 3 fois pour superviser des choses là-bas. D'accord. Voilà, il m'est arrivé de conduire des projets à l'échelle du continent. Donc, c'est des challenges comme ça, je pense, qui permettent de se réinventer tous les jours et de se redécouvrir. D'accord. Voilà, donc. Après, comme je disais, l'argent, c'est pas le plus important. L'argent ne fait pas. Bon, maintenant, en plus de Globeleq, d'autres projets à venir? Oui, l'idéal, bien sûr, c'est suivre un peu les pas de M. Ngimezap, vous savez. Pas de faire une école. Hein. Non, du tout, mais forcément. Mais je pense qu'à un moment donné, quand je parle de M. Ngimezap, j'aurais également pu parler du feu André Fotso, qui est tout à fait. Très brillant. Ou encore du Kaji aussi. Voilà, Kaji. Non, un peu moins Kaji, parce que Kaji n'a jamais été employé. Ok, d'accord. Kaji n'a jamais été employé. En fait, je parlais en termes d'influenceurs. Ah oui, voilà, oui. Effectivement. Donc ça, ce sont des je ne veux pas dire des modèles, mais des références pour moi. Oui. Et donc on ambitionne dans un certain avenir, qu'on espère pas trop lointain, pouvoir créer de la richesse et participer au développement. Nous rappelons que nous sommes au complexe Jet & Net, situé à 300 mètres du carrefour Yassa, derrière la station Bokom. Alors, Monsieur Lonla,
des projets à venir après Globelec ou pendant Globelec? Alors, idéalement, bien sûr, on espère bien suivre les pas de monsieur Nguimezat. Bon, pas forcément créer une école. Quoique, hein, ça peut être pourquoi aussi pas, pas mal. Mais surtout, je pensais également à des expériences comme celui du feu André Fotso, voilà. le précédent président du JICAM. Oui. Donc, voilà, on ambitionne avoir un impact sur le développement du Cameroun, à créer des emplois et à participer à la création de richesses dans ce pays. Okay. Je pense que ce serait le bon aboutissement pour... ça sera une carrière déjà bien entamée, bien réalisée. Ouais. Voilà, il faudrait le coup de chapeau. Ok. On prend note qu'on aura à entendre parler de vous encore. Et pourquoi pas dans 10 ans vous reprendre dans une autre émission de leadership. Ok, d'accord. Maintenant, vous êtes un exemple aujourd'hui pour quelques jeunes forcément, parce que vous avez eu des modèles. Vous êtes un exemple, vous êtes un modèle. On a dans notre société aujourd'hui peu de jeunes qui sont enthousiastes quant à leur avenir, quant à leur choix de carrière, quant à leur profil de formation. Quel est le conseil que vous pouvez leur donner, voilà, pour être comme vous, si ce n'est plus? Alors, je dirais très rapidement, et le seul d'ailleurs conseil que je veux donner, c'est il faut choisir le métier pour lequel on a de la passion. Il faut aimer son métier. Il faut aimer son futur métier. Pourquoi? Parce que c'est un métier qu'on fera pendant 20-30 ans. Ok. Ça nous occupera pendant au minimum un tiers, voire la moitié de chaque journée. Ok. Souvent plus. Oui. On passera plus de temps assis au bureau ou avec les collègues, enfin dans son cadre de travail, que souvent avec sa famille ou avec ses enfants. Ok. Donc il est important d'avoir quand même un minimum de passion, ou au moins aimer dans un certain minimum ce pourquoi on fait ce métier. Okay. Le deuxième avantage d'avoir de la passion pour son métier est que, je m'adresse peut-être aux jeunes là, quand vous jouez à la PlayStation, au Pro Evolution Soccer, et que vous aimez ça, est-ce que vous n'avez pas souvent l'impression que vous apprenez les choses tout seul, c'est-à-dire ça se fait tout seul, c'est super facile. En plus, voilà quoi, vous pouvez passer des heures et des heures à vous entraîner sur comment on fait telle passe ou tel tir, sans que vous n'ayez l'impression de travailler. C'est la même chose quand on est passionné par son métier. Okay. On ne s'arrête pas généralement à ce que le professeur donne en classe, qui est déjà certain. On va un peu plus, on met mécaniquement plus de temps à chercher, enfin à travailler sur le sujet. Et donc, mathématiquement, on finit par devenir bon. Ok. Et donc, quand on est bon, on chôme beaucoup moins. Ok. Vous savez, dans mes activités professionnelles, il m'est arrivé de faire des recrutements. Et j'ai toujours été un peu peiné de constater que nous avons souvent plein d'étudiants, mais très peu de professionnels. Ok. Très peu. C'est-à-dire très peu qui connaissent le métier. Ou qui ont appris à connaître le métier. Alors bien sûr, on ne recrute pas. On comprend des jeunes qui sortent tout droit de l'école. On ne demande pas d'eux qu'ils soient spécialistes. On attend d'eux qu'ils aient la démarche pour renforcer leurs compétences. Et donc, c'est souvent un problème. Et quand vous discutez, vous allez entendre dire « Ah, c'est mon père qui m'a demandé de faire ce métier parce que ça paye. » Oui. Je trouve ça aberrant. Je vous assure, tous les métiers payent, tous. Cyril Bojiko, qui est aujourd'hui patron de chaîne de radio. Oui. Moi, j'ai vu, il se plaint pas. Hein. Je veux dire... si on rentrait 30-20 ans en arrière, on lui demandait de choisir un autre métier, il vous dirait vous êtes fou. Lui, il a certainement fait un métier que tout le monde trouvait complètement banal.
On se demandait, mais il est fou, qu'est-ce qu'il va faire dans non rémunérant. Mais il y allait, il a fait un truc super et voilà, aujourd'hui il s'en sort. Je peux en citer comme ça des exemples. Là, monsieur Alex Siewe, qui est aujourd'hui patron de radio aussi, mais qui a été directeur de la communication, du marketing de ASONEL. Des exemples comme ça, il y en a plein. Mon collègue, le directeur financier, est un pur produit de l'ESSEC, par exemple. Mais il est tellement passionné par les finances, c'est-à-dire c'est extraordinaire. Il m'a expliqué en moins de 5 minutes comment la crise des subprimes s'est déroulée. C'est-à-dire ce truc si complexe et si bizarre, il me l'a expliqué terre à terre en 5 minutes et j'ai compris. Voilà. Ouais, c'est ça le mec passionné. Et quand vous rencontrez, quand vous avez à travailler avec des gens qui sont passionnés par leur métier, ça se voit, ils se détachent toujours très vite du lot, ça manque pas. Non. Donc conseil, faites le métier que vous avez souvent rêvé faire quand vous étiez tout jeune. Ça, c'est le conseil que je donnerais. Ensuite, le reste, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Apprenez bien votre métier. Très bien. Soyez sûr que vous êtes super calé dessus. Et le reste se fera tout seul. Ça, je vous en prie. Le reste se fera. Je vais vous remettre un propos qui a été le vôtre. Tout à l'heure, vous m'avez parlé d'une anecdote, voilà, que vous avez rencontrée lors d'un recrutement. Je crois que ce serait également utile pour nos jeunes de savoir que partout où on passe, on peut rencontrer quelqu'un qu'on a rencontré par le passé. Exactement. Voilà. Exactement. Lors d'un de mes stages, j'ai eu à travailler avec un maître de stage. Vous savez, un stage académique, on peut se dire, bon, c'est rien du tout, c'est juste pour les formalités. D'accord. Mais moi, j'ai travaillé parce que je me disais, je viens là pour apprendre un métier. Je le bousculais beaucoup, ce maître de stage. Je me rappelle à l'époque, quand il allait souvent en intervention, j'insistais pour l'accompagner. Il me disait, mais toi, tu déranges même au Berlin. C'est pas ça qu'on attend de toi. Je dis, non, mais il faut quand même que j'aille voir sur le terrain comment ça se passe et tout. Donc, je bousculais un peu. Quand j'ai commencé le stage, pendant 2 semaines, il m'a rien donné comme travail. Donc, je venais surfer. Et puis un jour, je suis entré dans son bureau, je dis, monsieur, excusez-moi, vraiment, ne vous sentez pas choqué, mais je ne suis pas venu ici surfer. Voilà, donc vraiment, j'ai besoin de faire quelque chose. Si vous doutez de mes compétences, testez-moi. Faites-moi un test. Vous avez été audacieux. Oui, je pense qu'il faut un peu de culot. Un peu de ça. Testez-moi, au moins vous serez fixé. Il m'a regardé, il m'a dit, mince, aucun étudiant ne m'a jamais parlé comme ça. Je dis, excusez-moi si ça vous a choqué, mais voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est devenu, c'est une très, 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 très grande relation amicale. Aujourd'hui, nos relations ont évolué, c'est complètement l'ami. Mais effectivement, quelques années après, 3-4 ans après, j'entre en jury d'entretien. Il y a 4 personnes. Et une des personnes, c'est mon maître de stage. Ils ont fait partie. Après, j'ai eu le job. Mais vous imaginez donc si à l'époque je lui avais fait une mauvaise impression, etc., ce que ça serait devenu. Il aurait été barré. Ah non, ce mec. Non. Surtout que vous m'avez dit ne jamais avoir été poussé dans votre carrière professionnelle par quiconque. Vous êtes fait tout seul. Je sais que c'est un peu étrange au Cameroun, mais non, jamais. Personne n'a jamais arrêté ma main pour me proposer, pour me mettre au travail, comme on dit, pour dire que viens t'asseoir là-bas à ton travail. Jamais. D'accord. Le premier job, voilà, quand je sors, je commence à travailler. Je n'ai même pas encore soutenu mon diplôme d'ingénieur. Je commence à l'EUC. D'accord. Où je passe dans un jury d'entretien où il y a Madame Chouken, la DAF actuelle, je pense, Monsieur Mangamtieu, il y avait une 3e personne dont j'oublie le nom. Okay. Je n'étais pas le seul, il y avait d'autres candidats et à la fin, j'ai été retenu avec d'autres, avec certains. Oui. On nous a donné des heures de cours. Donc j'ai commencé à enseigner à l'IUC, c'était mon premier boulot d'ailleurs. J'aimais bien ça. De temps en temps, je rencontre souvent mes anciens étudiants qui m'appellent toujours grand prof, je ne sais pas pourquoi. Vous l'êtes certainement. I don't know. J'en rencontre souvent de temps à autre. Il y a un d'ailleurs qui est responsable, qui est RAF, donc responsable des affaires administratives et financières. Je suis un de mes fournisseurs qui est venu une fois pour des problèmes de facturation. Il était surpris, on était tous surpris de se voir. Et 3-4 mois après, je décroche dans un job de chef de projet dans une société de service.
Voilà, c'est toujours un job posting, j'ai postulé et puis voilà, j'ai été reçu en entretien. Je ne connaissais pas qui était le proprio. Aujourd'hui, c'est également un ami. Le propriétaire. Il a évolué dans ses activités. C'est lui qui possède aujourd'hui l'eau Val-Clair. Ok. Monsieur Cyril Yombi. Ok. Voilà, donc on a fait ça. On a fait pas mal de très beaux projets ensemble. On a fait des déploiements à Dax Petroleum, des choses où tu arrivais. Vous savez, quand vous êtes dans une société de service, chef de projet, généralement, quand on vous envoie sur le terrain, vous êtes censé être l'expert. Okay. Donc vous imaginez, vous débarquez, vous devez résoudre un problème que vous n'avez jamais vu de votre vie. Et le client attend. On a dit que non, l'expert est arrivé. Donc, okay. Voilà quoi. Donc, vous devez vous démerder pour que ça fonctionne. Donc, ça, on a fait des choses pareilles. Okay. Et donc, c'est à la suite de ça que je me suis retrouvé à être consultant dans d'autres entreprises qui n'avaient pas foncièrement de service informatique, où j'assurais un peu leur service informatique de façon experte. Et voilà, donc je pense que, en résumé, hein, il faut être passionné d'abord. Très important. Okay. De deux, il faut travailler dur. Il faut travailler dur. Comme disaient certains, si le travail, vous trouvez que c'est dur, bah, sachez que la pauvreté est encore plus dure. On voit que vous avez beaucoup d'explications, vous avez tellement d'expérience, mais malheureusement, nous sommes tenus par le temps. Oui. Nous sommes heureux, voilà, d'avoir partagé avec vous votre profil super fort. On espère également que nous avons aidé nos jeunes à travers votre profil de carrière, autant sur votre cursus académique que professionnel, à pouvoir se faire une idée de ce que c'est qu'être un leader, de ce que c'est que d'être un modèle, un exemple. Voilà, nous sommes parvenus au terme de cette émission. Mais avant, je tiens à vous remercier une fois de plus, Monsieur Yonlola. Merci d'avoir honoré au rendez-vous de leadership. Merci à vous de m'avoir invité et puis j'espère avoir emphasized quelques cadets. Oui. Voilà, donc le FERDE, je crois que l'espoir fait vivre, il faut toujours espérer, il faut toujours avoir un peu d'ambition et il faut travailler dur, le reste se fera seul. Vous savez, en économie, il y a une loi qu'on appelle la main invisible d'Adam Smith. Hein? D'autres appellent, je dis toujours, c'est une théorisation du destin, comme on dit souvent sur d'autres cieux. Donc, il y a toujours quelque chose, une entité, chez d'autres c'est Dieu, chez d'autres c'est Jéhovah, etc., qui font que les étoiles finissent toujours par s'aligner pour chacun d'entre nous. Merci à vous, merci de m'avoir écouté. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été présents au rendez-vous de leadership. On en prend un autre pour la semaine prochaine, une nouvelle édition de leadership, rien que pour vous. À la semaine prochaine. Bye bye.